Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission B2B. Bonjour Frédéric, Bonjour Tom et merci de remplacer Ludovic Pirandelli aux dernières minutes. mais avec plaisir. Alors aujourd'hui, nouveau sujet, nouveau cadre également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur notre invité du jour? Effectivement, on n'est plus dans le studio, on est ici à Sion, dans le hangar de H55. On va revenir dans un instant, on va recevoir un aventurier, un entrepreneur vraiment exceptionnel. Parmi ses exploits, il y a le tour du monde en avion solaire en binôme avec Bertrand Piccard. Et depuis 2017, il relève un nouveau défi, la mise au point d'un avion électrique alimenté par batterie. L'avion existe d'ailleurs, on le voit ici dans ce hangar. Comment est-ce que cet avion est né? Comment l'entreprise fonctionne-t-elle? Avance-t-elle dans sa mission de décarboner l'aviation? Un grand chantier. Donc voilà, on posera ces questions à son cofondateur et président, directeur général. Et oui, nous recevons André Borschberg, cofondateur et PDG de H55. Alors décollage. Bonjour André Borschberg. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici dans votre hangar à Sion. Avec grand plaisir. Alors, vous avez fait de l'aéroplane solaire à autonomie illimitée une réalité, mais vous êtes avant tout un pilote. À quel âge elle a démarré cette passion, cet attrait? C'est difficile à dire parce que j'étais très jeune, mais à un moment donné, je me suis bêtement cassé la jambe. J'ai été immobilisé longtemps. J'ai commencé à construire des maquettes d'avions et j'ai l'impression que je les faisais déjà voler autour de moi, autour de mon lit. Et puis c'est à ce Vous moment-là aviez que quel âge? le rêve a démarré. Oui, une douzaine d'années, je pense. Et les premiers vols que vous avez effectués, c'était sur quel type d'appareil? Alors j'ai pu commencer à faire mes premiers entraînements à l'âge de 15 ans et demi, j'avais pas encore 16 ans, avec l'IAP, c'était la formation préparatoire pour pouvoir devenir pilote militaire à l'époque. La licence à 17 ans et demi et c'était ce qu'on appelle le Piper Cub. Donc un avion de la Deuxième Guerre mondiale, roulette de queue, mais qui vole très bien. Et c'est le meilleur avion pour apprendre à voler. Alors, André, voler, ça reste encore aujourd'hui une expérience un peu surnaturelle pour le commun des mortels, j'allais dire, mais j'imagine qu'il y a quand même une différence entre voler en tant que passager et puis le fait de voler soi-même. Ah bien sûr, oui, oui. Non, non. D'être dans le cockpit, c'est un sentiment exceptionnel. Bon, déjà, on a une meilleure vue que d'être derrière dans une cabine. Déjà. Mais finalement, on décide aussi de ce que l'on fait, on explore, on profite de la troisième dimension et on vit des choses exceptionnelles, hein. J'ai fait une fois un vol de retour entre l'Amérique du Nord sur l'Islande avec un petit avion et pendant 7 heures, j'avais une aurore boréale devant moi pendant la nuit. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est vrai, c'est exceptionnel. Alors, sur votre site, vous vous présentez, je cite, comme un entrepreneur dont la passion pour l'exploration n'a d'égal que sa persévérance à favoriser la croissance économique, environnementale et spirituelle. Vous avez d'ailleurs évoqué la pratique du yoga pendant certains vols. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette spiritualité et puis finalement sur le rôle qu'elle a joué dans vos différentes entreprises? Peut-être le sentiment de ne pas être qu'un individu seul, mais de faire partie de quelque chose de plus grand, d'être connecté avec ce plus grand, finalement avec les autres personnes, mais peut-être avec un univers plus large qu'on n'arrive bien entendu pas à définir. Mais quand on fait un projet comme Solar, on se rend compte que des choses se passent sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais on a l'impression d'être à certains moments quand même aidé, supporté. Et finalement, cette connexion, je pense, elle joue un rôle important dans notre vie. Donc, c'est pas une croyance, c'est un sentiment finalement. C'est peut-être un petit peu de vécu. Et puis le yoga permet de peut-être prendre le temps de se reposer, non seulement, mais aussi de s'observer et peut-être de mieux se connecter. C'est un peu l'expérience qu'ont les astronautes quand ils sont dans la station spatiale, qui regardent la Terre du haut, et ils disent tous revenir transformés de voir cette planète bleue. Ça vous anime de cette manière-là aussi? Non, pas nécessairement. Certainement que cette expérience doit être extraordinaire. Non, mais je pense que c'est plus même le vécu au niveau du quotidien. Je ne pense pas qu'on a besoin de monter à cette altitude pour faire ce type d'expérience. C'est plus une expérience de vie. C'est le fait que
on n'est pas qu'une somme d'individus, mais qu'on a vraiment des relations qui sont plus importantes, qu'on ne sent pas vraiment, mais qui ont leur rôle à jouer. Alors après, c'est vrai que c'est très difficile de le définir, mais finalement, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et de nouveau, finalement, la méditation, le yoga sont peut-être un chemin pour arriver dans cette direction-là. Mais quand même, quand vous retombez sur les pieds sur terre, après des longs vols, notamment dans Solar Impulse, il faut se réadapter à une vie un peu plus normale. On peut faire peut-être le parallèle avec les marins du Vendée Globe Challenge, qui sont Justine Métro, Alain Drora, qui ont passé des mois en mer, et puis ils disent, il leur faut plusieurs semaines pour redevenir un peu comme ils étaient avant. Ouais. Il y a un peu de ça? Ouais, totalement. Je pense pour eux, c'est impressionnant parce que la durée, elle est beaucoup plus grande. Mais même après quelques heures dans le cockpit, à vivre quelque chose de très intense, c'est vrai que, en tout cas de mon côté, j'ai eu besoin d'un moment entre l'atterrissage et puis de pouvoir de nouveau être en relation avec les autres. Donc c'est peut-être de décharger une certaine émotion qui s'est construite avec le temps, mais c'est vrai qu'on a besoin de ce laps de temps. D'ailleurs, quand j'ai fait mon vol de 5 jours, 5 nuits, j'avais en fait le mal du ciel. J'avais de la peine à me tenir debout. Et donc, finalement, il y a besoin de cette réadaptation. Et pour les marins, je pense que c'est encore plus important. Parce qu'on ne peut pas du tout se lever dans le cockpit? Non, je pouvais bien sûr être assis, pouvoir me coucher, me tourner en partie. Ça permettait de faire quelques pauses de yoga que j'avais préparées pour ce vol-là, mais se lever pas du tout. Donc, c'était d'étendre le corps, peut-être aussi de relaxer un peu, puis de stimuler des organes par des exercices spécifiques, parce que c'est vrai qu'on ne pas bouger pendant 5 jours, 5 nuits, ça rend le tout complètement apathique. Donc il fallait stimuler ça, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir retrouver je dirais l'attitude normale que l'on a quand on est sur Terre à 100%. Bertrand Piccard disait que le but était de voler sans carburant, le but est de montrer que nous pouvons être beaucoup moins dépendants de l'énergie fossile que ce qu'on pense habituellement. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec Bertrand Piccard? Vous disiez sur votre site internet que c'était par hasard. C'est vrai, c'était par hasard. Bon, en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est peut-être pas le bon terme. Mais pour faire l'histoire pas trop longue, j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, finalement, on m'a proposé de venir à l'EPFL pour aider l'EPFL à se restructurer. C'était les premières années de Patrick Ebichère. Et puis, je me suis dit, oui, bon, je participe volontiers, mais je pensais jamais être retenu pour ça. Et puis finalement, non, ça c'était le cas. Donc j'ai recommencé une activité professionnelle dans le cadre de l'EPFL. Et c'est à ce moment-là que Bertrand est venu proposer son idée finalement de faire ce tour du monde sans énergie fossile, sans savoir finalement si on pouvait le faire en avion, en ballon, avec quelque technologie que ce soit. Et c'est l'EPFL qui nous a mis en contact. Donc finalement, c'est un chemin un petit peu sinueux qui nous a fait nous rencontrer. Mais bien sûr, moi je l'avais suivi dans son monde en ballon et je m'étais dit, tiens, c'est une personne intéressante et je pense que c'est une personne avec qui je pourrais bien fonctionner. Et ça a été le cas après pour les 13 années qui ont suivi. Et vous vous souvenez du premier jour où vous l'avez serré la main? Je me souviens du premier jour, oui, absolument. C'était à l'EPFL. En fait, je me souviens encore plus du moment finalement où l'EPFL m'a parlé de ce projet-là. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose que finalement, inconsciemment, j'avais attendu depuis longtemps. Ça répondait un petit peu au rêve de l'enfant qui avait lu tous ces bouquins sur les pionniers de l'aviation, que j'avais lu à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. Il n'y avait pas beaucoup de films, en fait, à l'époque. Donc, c'est au travers des livres qu'on se mettait à rêver. Et puis, je m'étais dit, effectivement, de pouvoir vivre une aventure de ce type-là, créer quelque chose de nouveau, le voler, l'explorer, ça devait être extraordinaire. Et donc le moment où on a parlé de cette idée-là, je me suis dit, tiens, c'est ça. Alors justement, oui, plusieurs années après les PFL, il y a eu Solar Impulse avec plusieurs étapes cruciales, très importantes, dont l'une des plus importantes avec Solar Impulse One, Solar Powered Plane Flies en 2010. Vous avez déclaré que vous étiez pilote depuis plus de 40 années et que ce vol avait été le plus extraordinaire de votre carrière. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a fait franchir un cap? Moi, il y en a eu d'autres après, donc je dirais peut-être plus la même chose, parce que c'est vrai que le vol de 5 jours, 5 nuits avait été encore plus fou, mais de pouvoir voler 24 heures
de voler avec cette énergie finalement qui nous vient directement, d'en avoir suffisamment pour faire le cycle complet, parce que c'était la démonstration qu'on pouvait faire le cycle une fois, puis le faire une fois, c'était le faire plusieurs fois, ce qui a été fait quelques années plus tard. C'était déjà faire partie du rêve dont j'ai parlé tout à l'heure, le rêve de l'enfant. Et puis Solar Impulse 2 et le tour du monde. Ensuite, un oiseau géant, 72,30 mètres d'envergure, 2,3 tonnes, les chiffres donnent un peu le tournis. 17 000 cellules photovoltaïques qui parcourent plus de 43 000 km entre mars 2015 et juillet 2016. Quel est aujourd'hui le souvenir que vous en gardez de tout ça? Un souvenir émerveillé, de parce que ça représentait personnellement, mais je dirais surtout aussi une aventure d'équipe. Parce que finalement, on parle du pilote, bien évidemment, c'est lui qu'on voit, c'est lui qui s'exprime, mais derrière le pilote, il y a une grande équipe. Et puis cette équipe, on l'a développée, je l'avais développée sur 7 années. Donc on a commencé 7 années avant le tour du monde à faire ce qu'on appelait des vols virtuels, donc à faire voler un avion tel que Solar dans la météorologie de chaque année, en fait, pour voir si on était capable de prévoir les conditions météorologiques suffisamment longtemps à l'avance pour maintenir l'avion dans des conditions de sécurité. Et ça fait avec une équipe qui s'est construite avec le temps, des spécialistes météo, des spécialistes ATC, des spécialistes de la modélisation, les ingénieurs. Et puis finalement, l'ambiance que vous avez dans une équipe de ce type-là et qui est axée sur un seul but, un seul objectif, c'est absolument extraordinaire. Vous diriez que c'est le souvenir le plus marquant de toute cette aventure-là? Le côté humain, oui, le côté humain, c'est tout, mais bien entendu, j'enfonce une porte ouverte, on fait ça tous ensemble, mais dans un projet de ce type-là, où finalement, je ne veux pas dire que la chance de réussir ne tient qu'à un fil, c'est vrai, c'est la somme de tous les efforts qui sont faits par chacun, et puis la vision est tellement stimulante que je pense que chacun s'est donné plus qu'à 100% pour atteindre cet objectif. Peut-être une dernière question, vous avez évoqué quelques pionniers de l'aviation qui vous ont fait rêver. On peut citer quelques noms, Louis Blériot, Howard Hughes, les frères Wright. Il y en a un dont vous vous sentez un peu proche ou qui vous a particulièrement inspiré? Je dirais tous ceux qui ont démarré avec une page blanche. Alors les frères Wright, c'était extrême, puisqu'à l'époque, vous avez beaucoup d'ingénieurs qui essayaient de démontrer que le vol du plus lourd que l'air, donc un avion, était impossible. Et donc, eux n'avaient que très peu de bases sur lesquelles s'appuyer. Et puis, ils ont expérimenté petit à petit. Ils ont inventé une soufflerie. Et ils ont testé le réel ou la dizaine de l'aile en soufflerie. Moi, je trouve ça exceptionnel, sans aucun apport antérieur. Et c'est vrai que c'est plus que des entrepreneurs. C'est des vrais pionniers. Merci beaucoup, André Borschberg. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va s'intéresser à ce que vous avez créé, donc la société H55. André Borschberg, vous avez créé H55 en 2017 avec deux anciens collègues de l'avion solaire Solar Impulse dont on a parlé dans la première partie. La société est basée ici, à Sion, et puis en 8 ans, elle a bien grandi. Si mes chiffres sont justes, presque 120 employés, bien sûr en Suisse, mais aussi au Canada, en France, et puis autour donc, de ce projet, l'aviation sans émission de CO2 grâce à la propulsion électrique. C'est un rêve que vous poursuivez qui se réalise étape par étape. Et l'atout de H55, ce sont les batteries et la propulsion. Fin 2019, vous avez noué un partenariat avec une société canadienne pour l'aider à mettre au point un avion électrique. Et puis l'an dernier, avec le tchèque Bristol, vous avez mis sur le marché le B-23 Energic. C'est celui qu'on voit qui est juste derrière vous, un avion donc, électrique. Commençons par cet avion, c'est concret, il existe. En quelques mots, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce B-23, de particulier? Puis il est déjà commercialisé, peut-être que vous pouvez nous dire s'il y a quelques commandes qui ont été passées. À quel prix vous pourriez l'acheter? C'est la question volontiers. Non, donc le B-23, l'avion qui est derrière, c'est un avion d'école. Donc c'est un avion qui est utilisé pour la formation des pilotes en grande partie. Certains privés l'achètent également. La société Bristol en produit pratiquement une centaine par année. Donc c'est un avion qui est très bien établi. C'est un avion en aluminium et c'est un avion qu'on a considéré qui se prête très bien à la transformation
pour une version électrique. Pourquoi? Parce qu'il est, je pense, très bien coté par les écoles, donc c'est un excellent point de départ. Le fait qu'il soit en aluminium lui donne en fait la caractéristique d'être peut-être plus solide, plus résistant, moins sensible à des écarts de température et donc plus fiable pour une nouvelle technologie par rapport à un avion en carbone, Ouais. qui est plus sensible. Donc c'était notre choix en fait il y a plusieurs années. Et puis on a travaillé avec ces sociétés maintenant pour l'électrifier. Donc on a développé un système de propulsion pour cet avion-là et pour d'autres en fait, pour ce type d'avion-là. Donc un avion de 2 places qui soit entre 600 et 900 kilos de masse au décollage et qui puisse voler, et ça c'est très important, en électrique au minimum 1 heure. Plus les réserves dont on a besoin, puisqu'on ne peut pas poser avec les batteries vides, bien évidemment. Et 1 heure, c'est exactement la durée de vol que les écoles de vol désirent pour la formation des pilotes. Après 1 heure, vous êtes lessivé. Donc ça permet de faire 6, 7, peut-être 8 tours de piste. Ça permet de faire des exercices au-dessus du terrain. Et puis finalement, c'est un avion donc, qui a une très très forte demande actuellement. Alors combien ont été vendus ou commandés pour l'instant? Alors on vient de démarrer la commercialisation. On en a vendu 35 en 2 ou 3 mois. C'est un bon chiffre, vous attendez? C'est excellent. Notre but, c'est d'avoir un carnet de commande d'une centaine d'avions d'ici l'été. Et puis, on planifie d'ici 2027 d'en produire une 50aine par année. Donc, en fait, finalement, c'est la production des années 2027-2028 qu'on est déjà en train d'enregistrer dans le carnet de commande. Mais ce n'est pas le premier exactement de ce type. Il y a les Français Pipistrel qui ont aussi un avion pour la formation. Qu'est-ce qu'il a de différent, celui-ci? C'est un avion qui est beaucoup plus léger, donc il n'est pas dans la même catégorie. C'est un avion qui est peut-être plus délicat pour les écoles de vol. En tout cas, c'est ce que les écoles nous disent. On n'a pas la même endurance, donc on a poussé cette endurance à 1 heure. Et je pense qu'1 heure aujourd'hui, c'est le minimum que ce type d'application exige. Et puis, c'est une certification, ça ne vous dira rien, on appelle ça CS23. Mais finalement, notre certification, la technologie permet d'être utilisée par des avions qui ont entre 2 et 19 places. Donc, ça nous permet non pas seulement de remplir les besoins de cette application-là, mais d'applications autres et de transport régional pour un avion de 10 places, par exemple. Et ça coûte combien, alors, un avion comme ça? Un avion comme ça est vendu entre 350 et 400 000 euros, dépendant à quel moment vous allez l'acheter. Donc, il est un peu plus cher qu'un avion similaire qu'un moteur à combustion. Par contre, ses frais d'utilisation sont beaucoup plus bas. Si vous prenez un avion de ce type-là, puis vous regardez le coût total c'est sur comme les 5 voitures, ans, il y a beaucoup moins de frais d'entretien, on peut faire le parallèle. Non, surtout, il n'y a pas de frais du fuel que vous utilisez. Donc, si vous prenez un avion sur 5 ans comme ça, plus de la moitié des coûts, c'est le pétrole, c'est l'essence que vous mettez dedans, vous ne l'avez pas. Donc, cette essence et cette économie, vous l'utilisez pour investir dans la technologie. Donc, en fait, à l'heure de vol, cet avion coûtera moins cher qu'un avion en combustion. On ne va pas nous acheter un avion parce qu'il est écologique et s'il est plus cher. Donc, il doit être meilleur marché et il est meilleur marché. Et à quand passer à, là, c'est 2 places, à passer jusqu'à 19 places, comme vous l'évoquiez, c'est quel horizon de temps? Donc, ça fait ces applications qui démarrent maintenant. La commercialisation et les premières livraisons, c'est 2026. Je dirais la prochaine étape, c'est effectivement un avion un peu plus grand. Il sera peut-être hybride au départ, un peu hybride comme le sont les voitures, mais la structure hybride pour un avion, elle est vraiment intéressante parce que je pense qu'on peut réduire la consommation de 30%, ce qui est non négligeable. Et ça, c'est des applications qui sont prévues 2028, 29, 30. Et puis ensuite démarrera le transport régional des avions jusqu'à 80 places pour faire Paris-Londres, pour faire Zurich-Francfort, avec une motorisation hybride, initialement avec du carburant, du kérosène, ensuite avec du SAF. Le SAF, c'est de l'essence qui est produit de manière durable, on va dire. Durable. Alors, on verra si on arrive. Et puis, dans une troisième étape, c'est possible qu'on puisse utiliser de l'hydrogène, mais je pense que ça, c'est vraiment une troisième étape. Oui, justement. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur l'hydrogène? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis très positif, mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible, il n'est pas distribué, et puis il est délicat à l'utilisation. Donc, il faut qu'on développe des technologies qui soient sûres.
Simplement pour donner une idée en fait aussi sur ce que l'on a en termes de technologie à l'intérieur de l'avion que vous voyez derrière, une voiture peut prendre feu, hein, ça arrive de temps en temps, et ça peut être comme cause finalement la batterie. Dans un avion de ce type-là, il faut démontrer que même si une ou deux cellules de la batterie commencent à prendre feu, le pack de batterie ne prend pas feu et bien entendu l'avion ne brûle pas. Donc il faut démontrer que cet avion ne peut pas brûler en l'air. Hein, donc c'est des technologies qui sont beaucoup plus élaborées, c'est des tests qui sont beaucoup plus poussés, ça prend du temps, c'est de l'argent et ça explique pourquoi aussi c'est un petit peu plus cher. À propos d'argent, on peut se projeter un peu dans le futur. Il y a déjà eu plusieurs levées de fonds pour financer H55. En septembre 2023, vous aviez par exemple levé 45 millions de francs pour financer l'expansion en France et au Canada. L'an dernier, en mai 2024, donc, vous annonciez que le gouvernement du Québec allait entrer au capital, toujours pour continuer à grandir. Alors, est-ce que ça s'est fait? Et puis, est-ce qu'on a le montant de l'implication des Québécois dans ce projet? Oui, ça s'est fait. Le montant est légèrement inférieur à 10 millions. Donc c'est un montant important. On a levé au total, depuis le début de la fondation de la société, environ 100 millions. Et on a reçu de différents pays, États, cantons, des subsides, des prêts, des supports pour environ 25 millions. On a besoin de ces supports-là. Hein. Ça fait 7-8 ans finalement qu'on a démarré. Les premiers produits arrivent à la commercialisation maintenant. Donc c'est vrai que c'est des durées qui sont relativement longues. Et la transformation d'une industrie ne se fait pas finalement sans support de l'État. La rentabilité opérationnelle de H55, vous l'envisagez à partir de 2026 ou plutôt 2027? Non, on espère être au point mort à partir de 2028. Donc il faut qu'on monte en puissance au niveau des livraisons. Je pense que c'est réaliste, mais finalement on aura pris au minimum une dizaine d'années pour arriver à une situation qui soit au minimum neutre. Dans la première partie, tout à l'heure, vous évoquiez l'importance des équipes. Je disais qu'il y a une bonne centaine de personnes qui travaillent maintenant pour vous, ici en Suisse, au Canada, en France. Sur votre site internet de H55, il y a une vingtaine de postes ouverts. Vous cherchez donc, vous recrutez. Est-ce que c'est facile ou c'est compliqué de recruter sur un projet comme celui-ci? C'est compliqué de trouver les personnes qui ont le bon profil. Et on est assez exigeant parce que finalement, d'un côté, il faut qu'on trouve des gens qui ont une compréhension de l'aéronautique. Il faut trouver des gens qui aient été bien exposés à ce qu'on appelle au processus de certification. La certification, c'est la démonstration que la technologie qui est dans cet avion est 100% sûre. Donc c'est un processus long, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc il faut avoir vécu un peu cette partie-là. Et d'un autre côté, donc c'est très procédurier. De l'autre côté, on a besoin, dans une petite société comme la nôtre, de gens qui sont très entrepreneuriels. Hein, donc ils sont capables d'innover, de réagir rapidement, d'anticiper, et pas simplement de suivre quelque chose qui était prévu dans un planning. Donc de cumuler dans la même personne quelque chose de très élaboré avec quelque chose de très souple et entrepreneuriel, c'est pas facile à trouver. Quelque chose qui apparaît comme difficile également, c'est les femmes, la place de la femme de manière générale dans le milieu de l'aviation. Elles sont encore assez sous-représentées. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous estimez qu'il y a du progrès, par exemple, sur cette question-là? Oui, un petit peu, mais complètement insuffisant. Je crois qu'on est à 17-18% de personnel féminin dans la société. Donc on est mieux que la moyenne dans l'aéronautique, mais vous ne trouvez pas. Hein, donc on ne forme pas assez de femmes comme ingénieurs, que ce soit aérodynamique, ingénieurs de test. Mais moi, je pense que c'est un apport extraordinaire. Donc, on a mis des objectifs très stricts et puis on va essayer de dépasser les 20%. On n'est pas encore, on va essayer de les dépasser. C'est intéressant que vous mettiez des objectifs. Ça fait partie un peu de cette approche de certification. Et quels moyens vous donnez pour les atteindre? Comment est-ce qu'on s'y prend? Vous recherchez ça sur les réseaux, LinkedIn, vous contactez les gens, vous regardez. Donc aujourd'hui, vous avez des outils qui sont assez performants pour savoir qui est où et fait quoi. Après, évaluer vraiment les personnes, hein, c'est tout le côté humain qui rentre en jeu, qui est très compliqué. Mais je dirais identifier des profils potentiels. Les outils sont à disposition aujourd'hui. Vous demandez aussi à l'EPFL peut-être d'en faire davantage, qu'elle forme plus de femmes? Oui, mais l'EPFL n'est pas très spécialisé dans l'aéronautique. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres domaines qui peuvent être intéressants pour nous.
Mais l'intérêt va beaucoup sur, bien évidemment, tout ce qui est software, computer, l'intelligence artificielle. Donc l'intérêt pour des domaines qui sont relativement traditionnels comme la mécanique, le domaine électrique, l'électrique de puissance, n'est pas aussi attirant aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. Donc non seulement, je dirais, on n'a peut-être pas assez de gens de manière générale, mais aussi pas assez de personnes du sexe féminin. Pour conclure, quelques mots sur les conditions de cadre. Vous avez évoqué le soutien de plusieurs autorités, les subsides que H55 a reçus. Ici, donc, on est à Sion, l'aéroport de Sion, dans le hangar 55, chez H55. Quel est l'intérêt, l'avantage d'être établi ici Oh oui, il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages. Le premier, bon, on a un aéroport qui est très facile à utiliser pour des vols expérimentaux comme on les fait, parce que la météo est très favorable. Mhm. On a aussi Il fait toujours bon en Valais, l'infrastructure. c'est ça que vous voulez dire. Euh, voilà, la météo valaisanne, exactement. On a un aéroport qui est grand, qui a une très belle infrastructure, mais avec un trafic qui n'est pas trop important, donc c'est facile à s'insérer. Donc je dirais que la partie aéronautique est très, très positive. On a eu ensuite un effort qui a été très positif du gouvernement valaisan de développer une infrastructure autour du domaine de l'énergie. Alors c'est l'EPFL qui est venu s'installer, c'est le développement d'une HES avec beaucoup de spécialisation là-dedans. On a un tissu industriel aussi qui est très performant puisqu'on produit beaucoup d'énergie, on est, je dirais, très pointu dans le domaine électrique. Donc au niveau technique, technologique, finalement, je dirais, l'environnement était très favorable pour nous. Et puis le gouvernement du Valais nous a fait aussi beaucoup de facilités, nous a beaucoup aidés, a été très pragmatique. Donc on a une excellente collaboration avec les autorités locales. On arrive déjà à cette deuxième partie, Tom. Le temps passe trop vite. Oui, effectivement, ça passe très très vite. Merci beaucoup André Borchberg de nous avoir reçus dans ce hangar ici à Sion. Alors le rendez-vous n'est pas tout à fait terminé. Vous avez encore quelques questions à répondre. C'est le questionnaire de Proust. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être ? J'aimerais être celui qui va poser pour la première fois le pied sur Mars. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis ? La sincérité. Quelle chanson vous motive le plus ? Pourriez-vous nous la chanter ? Dans l'avion, j'écoutais I Am Sailing de Rod Stewart. Et puis, en fait, I Am Sailing, c'est un peu comme I Am Flying. Et puis, il chantait bien évidemment mieux que moi. Mais ça donnait quelque chose comme I am sailing